Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les dilemmes moraux, mais avant ça je vous annonce la sortie de Manipulation. Manipulation, c'est une masterclass sur toutes les manipulations qui sont spécifiques au monde du travail, celles qui sont subtiles parce qu'il y a plusieurs étapes de pensée. C'est une masterclass aussi, donc c'est plus condensé qu'une formation, et l'idée ici c'est que l'information traverse votre esprit au moins une fois pour que vous sachiez les reconnaître. C'est pas le fait de répéter, de s'entraîner ou autre, c'est une fois qu'on le sait, on saura le voir. Et la meilleure façon de se protéger des manipulations, c'est de savoir les repérer le plus tôt possible, dès les premiers signaux faibles, avant qu'on s'engouffre là-dedans. Et dans le monde du travail, les gens ont un niveau assez avancé sur ce sujet-là, il y a le système aussi, donc ce sont des procédés qui sont beaucoup plus subtils. Le lien est en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je propose des formations avec l'école Soft Skills qui s'adressent aux étudiants et aux professionnels sur les compétences relationnelles au travail. J'ai travaillé 10 ans en entreprise et au sein des cabinets de conseil en Big Four. Et sur YouTube, je vous propose des sujets un peu plus larges que je vais illustrer avec des exemples fictifs ou des célébrités. Je ramène ça systématiquement avec des exemples du monde du travail aussi. C'est ma façon de faire. Je suis sortie du format que je vous avais proposé il y a quelques années où je prenais un personnage fictif et je tirais le trait de caractère ou bien la philosophie de vie. Et depuis un an, je prends plutôt un thème et je vous mets plein d'exemples de personnages fictifs avec aussi des expériences de pensée et chaque fois un lien avec le monde du travail. Ça me permet d'aborder plein de sous-thèmes en fait dans un même thème. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler des dilemmes moraux. Le dilemme moral, c'est une situation dans laquelle vous avez un choix à faire entre deux options qui vont mettre en conflit deux valeurs importantes pour vous. Et le choix que vous allez faire, il en dira beaucoup sur vous. Je vais vous faire plusieurs expériences de pensée dans cette vidéo. Vous verrez, ça va être sympa et ça permet en fait de mieux se connaître. Essayer de répondre spontanément, c'est assez intéressant d'un point de vue psychologique. On va commencer tout de suite avec un dilemme. Votre ami a commis un crime. Il vous a fait confiance et il vous l'a confié. Quelques jours plus tard, vous apprenez que quelqu'un d'autre a été arrêté pour ce crime-là. Votre ami ne se dénoncera pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dénoncez ou pas? Est-ce que vous gardez le secret pour protéger votre ami ou est-ce que vous le dénoncez et vous faites sortir un innocent de prison? Qu'est-ce que vous faites? En fonction de votre réponse, vous avez votre hiérarchie entre la valeur amitié et la valeur justice. Est-ce que c'est la valeur amitié qui compte le plus pour vous ou bien est-ce que c'est la valeur justice qui va compter bien plus que l'amitié? C'est comme ça qu'on connaît les valeurs d'une personne. On dit que pour bien connaître quelqu'un, il faut connaître ses valeurs. Donc ça, c'est une phrase un peu bateau qu'on entend partout. Mais comment on fait en fait? Comment on fait pour connaître les valeurs de quelqu'un? En observant les choix qu'elle fait dans tous les micro-dilemmes moraux du quotidien. Pas en écoutant son storytelling ou la façon dont elle se décrira, parce que les gens mentent et ils se mentent aussi à eux-mêmes, mais en observant ça. Chaque jour, on est confronté au moins à 2 ou 3 micro-dilemmes. Est-ce que vous allez donner une pièce au mendiant dans le métro? Est-ce que vous allez dire ce que vous pensez à ce boss qui est en train de maltraiter votre collègue? Est-ce que vous allez signaler à cet ami qu'il est en train de mal se comporter avec son partenaire ou sa partenaire? Ou est-ce que vous allez plutôt préserver votre relation avec cet ami et ne rien dire et faire semblant de ne pas voir? Des dilemmes moraux, on en a tous les jours, tout le temps. Et pour analyser les gens, il va falloir considérer 3 éléments. C'est des éléments que j'ai déjà évoqués, mais pas avec cet angle-là. Enfin, il y en a 2 sur 3 que j'ai déjà évoqués. Le premier élément, c'est la quête poursuivie. Quelle est la quête de cette personne? Est-ce que c'est une quête de pouvoir social? Est-ce que c'est une quête économique? Est-ce que c'est une quête intellectuelle? Est-ce que c'est une quête spirituelle? Est-ce que c'est une quête de justice? Peut-être que c'est une quête de bonheur personnel et individuel, donc la personne ne veut pas de contraintes. C'est souvent pour leur quête que les gens font sauter leur morale. Par exemple, Steve Jobs, dans sa quête de pouvoir social, il était tellement obsessionnel sur le design et tout ça, qu'il était ignoble avec ses salariés, c'était un tyran. Et il était aussi parfaitement au courant de toutes les implications du processus de production de l'iPhone. Ça ne l'a pas empêché. Idem pour Mark Zuckerberg. Alors déjà, d'abord, Facebook, c'est une idée plagiée. Et ensuite, lorsque son associé il a commencé un peu à freiner la croissance de l'entreprise, Mark Zuckerberg, il l'a sacrifié. Il n'y a pas réfléchi à 2 fois pour faire grandir Facebook, il l'a sacrifié. Quand vous avez identifié la quête poursuivie par une personne, tout le monde en a une, consciemment ou inconsciemment, attendez-vous à ce que ce soit la raison qui justifiera une trahison. Cette personne peut être quelqu'un de très bien pendant des années, mais elle peut complètement changer de comportement, se retourner contre vous quand sa quête sera en jeu ou si vous n'êtes plus au service de sa quête. Il y a des mariages qui prennent fin quand l'un des deux a une nouvelle vocation professionnelle parce que le conjoint n'est alors plus au service de la quête de pouvoir social de la personne en transition. Il y a des familles qui se détruisent quand il y a une question d'héritage
parce que la quête de pouvoir économique va prendre le dessus sur la valeur famille. Vos collègues vont se retourner contre vous quand une promotion sera en jeu. Des gens garderont le silence quand vous vivrez une situation d'injustice, parce que leur quête personnelle et individuelle sera plus importante que la notion de justice. Ce sont des choses qu'on voit quotidiennement. Maintenant, si on change de point de vue, et qu'on se met plutôt du point de vue de la personne qui poursuit une quête, qui a quelque chose qui compte vraiment pour elle, qui fait le sens de sa vie, que ce soit famille, amitié, carrière, argent, célébrité, justice, quelle que soit sa quête. Dans toute quête, il y a une perte de sa morale, il y a une part de sale job en fait, même pour les quêtes les plus nobles. Gandhi, quand il a beaucoup critiqué les médias, les journalistes et tout, mais quand il a eu besoin de se faire entendre, c'est sur ces mêmes médias qu'il est allé. Toute ambition dans n'importe quel domaine de sa vie impliquera d'évacuer sa morale. Celui qui ira au bout de sa quête, c'est celui qui aura la plus grande capacité à outrepasser la morale. Exemple, le cas de Robert Kardashian. Robert Kardashian, c'était un avocat, le père des filles Kardashian. Il avait défendu O.J. Simpson, qui était accusé d'avoir tué sa femme. Il a proposé d'être son avocat parce que c'était son ami. Et en fait, au fur et à mesure, il a commencé à douter de l'innocence de son ami. Et il s'est retrouvé face au dilemme amitié-justice. Et il a beaucoup vacillé parce qu'il sentait qu'il défendait un coupable. Enfin, en tout cas, il avait des doutes. Et il a arrêté d'hésiter quand il a su que s'il changeait de camp là, ça allait avoir un impact très négatif sur sa famille, sur ses enfants. Donc, il a choisi le silence pour protéger sa famille. Face à ce dilemme moral, c'est la valeur famille qui a fait pencher la balance. Entre justice, amitié et famille, c'est la valeur famille qui a pris le dessus. Donc il n'a rien dit, il n'a pas partagé ses doutes. Les gens prennent des décisions en fonction de leurs valeurs et ce sera plus fort qu'eux. Et évacuer la morale, tout le monde le fait à son échelle, ne serait-ce que quand vous changez de travail. Est-ce que vous restez dans cette entreprise qui a investi en vous, qui vous a formé avec ce patron, qui vous a fait confiance, ou est-ce que vous prenez ce poste à côté, dans l'entreprise d'à côté, qui est mieux rémunéré ? La majorité des gens vont prendre le poste qui sera mieux rémunéré, tout simplement parce que... Et puis après, ils vont le storyteller en entretien en disant « Oui, je cherchais de nouveaux challenges, un nouveau secteur, et puis je voulais apprendre ça, etc. Je voulais de nouvelles perspectives. » Tout le monde storytell a posteriori. Le problème, c'est quand les gens commencent à croire au storytelling des autres. Dans votre vie professionnelle, plus vous montrez en grade, plus vous serez confrontés à des dilemmes moraux. Et ceux qui réussiront, ce sont souvent ceux qui auront outrepassé la morale. En fait, quand on est jeune... et qu'on est ambitieux, on se dit toujours qu'on est prêt à tout, qu'on va travailler plus que les autres, qu'on va s'investir plus que les autres. Quand on est jeune, en fait, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire je suis prêt à tout pour réussir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce tout. On pense que derrière ce tout, c'est la détermination, c'est la persévérance, c'est la productivité, c'est le sacrifice de temps, le sacrifice de soirée, le sacrifice des plaisirs. Donc on pense ne pas avoir de limites parce qu'on n'a pas ces limites-là. Mais avec l'expérience, on sait que la vraie limite, elle n'est pas sur le travail. La vraie limite, ce n'est pas la limite de productivité, c'est la limite morale. La limite qui se posera, elle n'est pas économique, elle n'est pas dans la détermination, elle n'est pas dans le potentiel, elle sera morale. Vous allez rencontrer votre limite morale dans votre ascension. Ça ne veut pas dire que le travail ne compte pas. À partir d'un certain niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est compétent, tout le monde travaille dur. Les différences à ce niveau-là, elles sont marginales. Tout le monde est dans le sacrifice. Idem pour les privilèges de l'enfance. Ça a un impact fort au début, en fait, sur l'accès pendant les études et sur les premières années professionnelles. Là, oui, on voit des gens arriver qui n'ont peut-être pas le mérite et d'autres qu'on connaît qui auraient dû même réussir et qui finalement se sont fait filtrer. Mais en fait, après, quand on avance dans l'expérience, tout le monde a développé ses propres privilèges. C'est vraiment dans les premières phases qu'on peut le vivre comme une injustice, mais à un certain niveau, personne n'a vraiment démérité. Chacun, quelles que soient ses origines sociales, y a mis le travail, a fait les sacrifices. Donc il ne s'agit plus vraiment de ça. Ça va se jouer lors de ses choix moraux. Qui va être politique ? Qui va oser ? Qui va jeter sa morale par la fenêtre ? Pourquoi, par exemple, Kanye West, il s'en était pris à Beyoncé en plein concert ? Parce qu'elle avait gagné un prix qu'il voulait gagner. Et elle l'a remporté parce qu'elle a dit aux organisateurs « Moi, je chanterai pour votre cérémonie que si je gagne le prix. Ne comptez pas sur ma présence si je ne gagne pas. » C'était politique. Et Kanye West, dans son utopie de que le meilleur gagne, ça l'a énervé. Et surtout venant d'une amie qui savait qu'il était aussi dans la compétition. Elle n'a pas cherché. Elle a dit « Oui, bonjour, si vous voulez que je vienne, donnez-moi le prix. Merci de me tenir au courant. Au revoir. » Elle a choisi le prix. Et Beyoncé n'a pas démérité entre amitié et prix. C'est le prix qui a pris le dessus. Mais c'est quelqu'un qui a du mérite. Et ça, Kanye West, derrière, il l'a pas supporté et il l'a bâché en plein concert. Je vous mets l'extrait. Beyoncé, I was hurt because I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me and over Hotline Bling. In my opinion, now
go trying to diss Beyonce. She is great. Taylor Swift is great. We are all great people. We are all equal. But sometimes we be playing the politics too much. Autre exemple, Michael Scofield dans Prison Break, il va devoir un moment choisir entre son frère et le petit que T-Bag il a pris en otage. Le petit va le supplier de l'aider, mais Michael, il est obligé de refuser parce que dans 24 heures, son frère va mourir et il a que 24 heures pour trouver un plan. Et à la fin, le petit va se suicider. Et donc, c'est un peu tous les dégâts collatéraux, un des dégâts collatéraux qu'il y aura à sauver son frère. Et il va porter toutes ces choses-là dans sa conscience pendant toute la série parce que il avait une quête, un objectif, et cette quête-là de justice et avec son frère fera que plein d'autres personnes vont mourir sur le chemin. Si vous êtes une personne ambitieuse, vous allez apprendre à vous connaître sur ce point-là. Il y aura 2 moments clés que vous allez vivre. Le moment où vous allez franchir votre limite morale, et ça va vous faire très mal, et vous vous direz plus jamais. Et l'autre moment, c'est quand on va vous faire mal et vous allez avoir du mal à guérir parce que vous vous êtes pas défendu comme il le fallait. En fait, vous n'aviez pas les armes, vous saviez pas. C'est le moment où vous allez découvrir ça. Vous n'aviez pas su être politique. Et du coup, vous le découvrez par la douleur. Et ça, vous n'allez pas vous en remettre pendant longtemps. La première fois qu'on se confronte à ça, en tout cas, à la violence du procédé, qui remet en question tout ce qu'on nous a toujours appris, qu'il faut être quelqu'un de bien, que être quelqu'un de bien, ça paye, etc. Et que la réalité nous montre l'inverse, et ça vient chambouler notre monde intérieur, nos repères, et ça nous renvoie à notre propre vulnérabilité, à nos propres carences, et du coup, on s'en souvient, ça marque, ça traumatise. Les gens peuvent vraiment traîner ça comme un traumatisme pendant longtemps, même s'ils vivent pire après. Et ces 2 moments-là, ça va vous donner vos 2 extrêmes. La limite morale que vous ne franchirez plus jamais, et le minimum pour pas se faire manger. Ce sera votre échelle à vous, qui est unique, qui est propre à vous, et vous placerez votre curseur entre ces 2 extrêmes dans chaque situation. Tout le monde ne sera pas sur la même échelle. Et ça, on l'apprend à la dure, parce qu'on comprend très vite que l'immoralité, on ne peut pas y répondre par la moralité. Donc on va devoir aussi développer des stratégies de défense. Et vous savez, c'est sain de rencontrer sa limite morale parce que ça permet de mieux se connaître. Et on s'en souviendra aussi parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant autant que la fois où on s'est senti ultra vulnérable. Mais sauf que ça arrive plus tard, en fait, dans la phase professionnelle. C'est dans une phase un peu plus avancée. Maintenant, on va faire une expérience de pensée. Imaginez une situation où les freins d'un tramway ont lâché. Le tramway se dirige vers un groupe de 5 personnes. Vous avez la possibilité de le faire dévier en appuyant sur un bouton. Si vous appuyez sur le bouton, le train il va dévier et il tuera un seul piéton sur l'autre voie. Est-ce que vous appuyez sur le bouton ? Les gens, en général, choisissent de sauver les 5 personnes. Ils appuient sur le bouton parce que ça répond à cette logique que 5 vies en valent mieux qu'une seule. C'est très rationnel, voilà, c'est une logique utilitariste. Maintenant, on va faire une variante du dilemme. On reprend la même scène. Il y a toujours ce groupe de 5 personnes vers lequel il y a ce tramway qui va se diriger. Et il y a toujours ce piéton sur la deuxième voie. Mais si vous actionnez le bouton, le piéton, seul, il recevra un coup de jus et il va vivre une souffrance extrême pendant quelques minutes jusqu'à qu'il se fasse percuter par le tramway. Est-ce que vous actionnez quand même le bouton ? À cette question-là, certaines personnes ne vont pas appuyer sur le bouton et d'autres vont appuyer. Les gens, en grande majorité, décident de ne pas appuyer sur le bouton. Les 2 dilemmes, en fait, que je vous ai présentés ne font pas appel aux mêmes zones du cerveau. Dans le premier dilemme, on est sur de la logique, mais dans le second dilemme, avec la souffrance, il y a quelque chose d'autre qui va venir interférer, c'est la zone du cerveau qui concerne l'empathie. Le fait de considérer la douleur et la terreur du piéton qui va mourir va faire changer votre choix, en fait. Cet aspect-là va solliciter une partie de votre cerveau qui est l'empathie et ça vous empêchera d'appuyer sur le bouton. Une personne psychopathe, par contre, appuiera quand même sur le bouton. Cette zone du cerveau chez le psychopathe, c'est une zone qui est inactive, c'est une zone blanche. Donc il restera dans la même logique rationnelle que le premier dilemme. Il restera dans la logique utilitariste qu'à la fin, c'est toujours 5 vies sauvées contre une. L'étape « je culpabilise », elle n'existe pas, sauf si démontrer la culpabilité présente un intérêt. L'étape « empathie », elle n'existe pas non plus, sauf si l'empathie est instrumentalisée pour influencer et manipuler. Le psychopathe, il justifiera toujours les choses par la logique et la rationalité parce qu'il n'a pas de réelle empathie. Il n'a que l'empathie cognitive qui lui permet de saisir l'état mental de l'autre, mais il n'a pas l'empathie émotionnelle qui lui permet de le ressentir. Et d'ailleurs, en entreprise, c'est pour ça qu'il y a un taux élevé de psychopathes dans les hautes sphères. 20% des PDG sont psychopathes. Alors que sur la population globale, ce taux, il est de 1%. C'est parce que justement, ceux qui ne ressentiront pas le dilemme moral,
auront beaucoup plus de facilité à gravir les échelons et à évacuer leur morale. Lorsqu'une situation présentera un dilemme moral, pour une personne psychopathe, ça ne sera pas ressenti. Ça ne sera même pas ressenti comme un dilemme. Le dilemme moral sera indolore. Il n'y aura pas l'étape de culpabilité ou d'empathie. Donc le choix se fera très rapidement. Au plus haut de l'échelle sociale se prennent des décisions difficiles, mais elles seront moins difficiles à prendre pour quelqu'un qui n'aura pas cette zone du cerveau qui sera sollicitée, forcément. Et donc c'est pour ça que c'est plus simple de gravir les échelons pour quelqu'un qui a beaucoup moins d'empathie. Souvent, en cabinet, les gens vont dénigrer ce grade, en fait, qui est le grade de directeur. Les gens qui bloquent au grade de directeur, c'est le grade qui est juste en dessous d'associé, qui est le grade suprême. Et en fait, il y a des gens qui vont plafonner. Souvent, les jeunes, ils vont penser un peu comme ça, ils ne vont pas admirer ces profils-là. Sauf que, plus on se rapproche de ces grades, plus on sait que c'est peut-être aussi juste quelqu'un qui a refusé de faire la part de sale job. Et d'ailleurs, c'est ce que Diams avait vécu. Elle avait dit dans une de ses chansons, « Dans cette course au billet rose, j'ai vu mourir mes héros. » Parce que plus on monte, plus on réalise que ceux qu'on admirait n'ont finalement rien d'admirable. Et ça, c'est quelque chose d'avéré. Faites le test à votre entourage, vous verrez, les gens choisiront de ne pas appuyer en général. Et ils font ce choix sincèrement, de toute façon, ils ne connaissent pas l'issue. Parce qu'ils préféreront la responsabilité de 5 personnes mortes sur le coup qu'une personne qui va mourir en agonisant. Les psychopathes, ce sont souvent des personnes ordinaires, mais qui prendront des décisions différentes dans les dilemmes moraux, parce que le cerveau fonctionne aussi autrement, et c'est ce qui va leur permettre également de gravir les échelons et de croître très rapidement. Ensuite, le deuxième élément à analyser, c'est la sphère de considération morale. Alors, ça c'est un concept aussi que j'avais déjà évoqué. Il n'est pas de moi, il est d'Émeric Caron. La sphère de considération morale, c'est une sorte de bulle mentale autour de vous. Et toute personne qui se situe à l'intérieur de cette bulle aura votre considération et votre compassion. Tous ceux qui sont en dehors n'auront pas votre compassion, ni votre considération, ou en tout cas, ils l'auront moins, en fait. Alors, donc, c'était c'est Émeric Caron, en gros, lui, il en avait parlé dans son livre Antispéciste, mais il expliquait que, en gros, il appliquait ça aux espèces, que notre sphère de considération morale, elle s'est élargie avec le temps, en incluant, en fait, au fur et à mesure, toutes les espèces. Par exemple, on a inclus des animaux qui, pendant longtemps, étaient considérés comme des objets, maintenant on les considère comme des êtres sensibles. Et je trouvais que c'était pertinent à un niveau plus général, c'est-à-dire que chaque personne a sa propre sphère et va intégrer ou pas des personnes d'une certaine catégorie professionnelle, d'une classe sociale, et même pour certains, une origine pour les racistes. Donc pourquoi une personne peut se montrer adorable avec sa collègue mais exécrable avec le serveur? Parce que le serveur n'est pas dans sa sphère de considération morale. Pourquoi certains de vos collègues ne vous calculent plus quand vous posez votre démission? Pourquoi une personne peut être tyrannique avec son entourage professionnel mais va être ultra aimante avec son conjoint et ses enfants? Parce que la sphère de considération morale inclut sa famille mais pas son entourage professionnel. Pourquoi quelqu'un sera plus touché par le divorce de ses voisins que une maladie incurable d'un enfant à l'autre bout du monde, parce que le voisin sera dans sa sphère de considération morale. Cette sphère de considération morale impacte la façon dont les gens se comportent avec vous. Donc observez comment ils se comportent avec ceux qui sont en dehors de cette sphère, et c'est qu'une question de contexte, de circonstances, pour que vous subissiez le même traitement. Aujourd'hui, vous êtes inclus, demain, votre vie change, vous pouvez en être exclu. Il vaut mieux fréquenter des personnes qui ont une sphère de considération très large, ou en tout cas un traitement assez juste, même des personnes qui sont en dehors de cette sphère. Maintenant, on reprend le premier dilemme moral. Un ami vous confie un crime, une personne se fait arrêter à sa place, est-ce que vous le dénoncez ou pas? Peut-être que parmi vous, certains ont répondu oui, je dénonce quand même, je tiens à la justice, voilà. Maintenant, imaginez que c'est plus un ami qui vous confie un crime, mais c'est votre mère. Vous la dénoncez ou pas? Est-ce que la valeur justice compte toujours autant pour vous? La sphère de considération morale, elle influence notre sens moral. Et c'est pour ça que des gens pardonnent l'impardonnable. Par exemple, avec l'affaire du réalisateur Polanski, qui avait eu un César, les gens voulaient le dissocier de l'œuvre, en fait, ils voulaient dissocier l'humain de l'œuvre, et ils le pensaient sincèrement, ils voulaient placer l'art au-dessus de tout, jusqu'à que ça puisse concerner leur propre fille. Là, ils auront tout de suite beaucoup plus de compassion qu'ils n'en ont eu pour des victimes anonymes. Pourquoi les gens vont continuer de soutenir un homme politique qui est appliqué dans les caisses de l'État? Parce que cet homme politique, il incarnera un groupe social particulier, ou une vision particulière, et que ça comptera plus que la notion d'intégrité ou d'honnêteté. Les gens soutiendront parce que cette personne sera dans leur sphère de considération. Elle incarnera quelque chose, une vision, quelque chose de tellement fort pour eux, tellement important pour eux, qu'ils vont fermer les yeux sur tout le reste, en fait. C'est vraiment parce que la personne incarne quelque chose
qui est presque une part d'eux-mêmes qui fera qu'ils fermeront les yeux sur des choses impardonnables. Donc les deux éléments à analyser, c'est la quête poursuivie et la sphère de considération morale. Et en plus, on peut manipuler en fait avec ces deux choses-là, avec la quête et la sphère de considération. C'est comme ça qu'on peut amener les gens à faire des choses intolérables, des choses horribles. On peut amener quelqu'un à tuer et le faire se sentir comme un héros. Par exemple, on a le dilemme du combattant. Le soldat, il se retrouve entre le devoir de tuer pour défendre son pays et l'interdiction de tuer d'un point de vue moral ou d'un point de vue religieux, enfin en tant qu'humain. Et il est face à ce dilemme et il choisit de défendre son pays. Qu'est-ce qui a influencé sa décision? Pourquoi il fait ce choix volontairement? Et pourquoi parfois il en est fier? Pour l'amener à le faire, il faut créer un fort sentiment d'appartenance. Il doit être puissamment imprégné de la quête. Il faut en faire un héros de la nation pour qu'il accepte de tuer pour la nation. Et il faut aussi réussir à déshumaniser l'autre humain. L'autre humain doit être sorti de la sphère de considération morale pour que le tuer ne soit pas ressenti comme tuer un autre être humain. Et on retrouve le même mécanisme aussi avec le harcèlement. Le harcèlement en général ou en entreprise, il y a 3 niveaux de harcèlement. Vous avez le harcèlement individuel, le harcèlement de groupe et le harcèlement systémique, un niveau système. Dans le processus de harcèlement de groupe, par exemple, il y a la déshumanisation de l'autre. Dans le harcèlement de groupe, il y a un leader et le leader va pointer du doigt des choses, va déshumaniser la personne harcelée pour que le groupe s'autorise à l'harceler et à la traiter comme quelque chose qui n'est pas une personne, comme une chose en fait et plus un humain. Idem avec le harcèlement systémique. C'est les process cette fois-ci qui vont l'impliquer de manière indirecte. En fait, ça n'existe pas un manager qui veut mal manager ou un manager qui se complaît dans le sadisme ou dans le harcèlement. Le harcèlement arrive parce que soit sa quête d'élévation est trop importante, quitte à sacrifier ses collaborateurs, soit parce que le système de l'entreprise le permet, parce que le système le favorise dans ses process. Dans ses process, elle va favoriser le harcèlement. Il va être indirectement récompensé. Pourtant, ces process ne sont pas mis en place pour harceler. Par exemple, ça va être l'hypersegmentation qui va créer des camps. Et forcément, s'il y a des camps, c'est plus facile de harceler quelqu'un qui n'est pas de notre camp. Ça va être les objectifs annuels. Si l'objectif n'est toujours qu'à quelques mois, ou à quelques jours, ou à quelques semaines, on va beaucoup plus se laisser aller dans le machiavélisme et l'immoralité chaque jour de l'année. C'est des petites choses comme ça, cumulées, qui vont créer des situations parce que les process l'auront favorisé indirectement. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, YouTube, dans son système, dans sa façon de fonctionner, favorise le harcèlement. Le harcèlement est récompensé sur YouTube. C'est aussi le cas sur Twitter. C'est pas le cas sur Instagram. C'est pas le cas sur TikTok, peut-être un peu moins parce qu'il y a moins de caractères dans les commentaires, donc c'est très difficile de partir dans tout ce qui est débat ou harcèlement ou autre. Mais voilà, il y aura des mécanismes, des processus, des façons dans le fonctionnement, dans la structure de la chose qui va favoriser ça. Ensuite, il y a un troisième élément à analyser quand on rencontre quelqu'un, c'est le niveau de réflexion. Des gens peuvent vous porter préjudice parce qu'ils n'ont pas le niveau de réflexion nécessaire pour voir que c'est mal ce qu'ils font. En fait, en pas tous la réalité avec, de la même façon. Il y a Paul Václavic, il avait défini les notions de réalité de premier ordre et réalité de second ordre. L'exemple, c'est qu'un petit enfant, il peut percevoir un feu rouge comme un adulte. C'est la réalité de premier ordre, le feu est rouge. Mais ce petit enfant, même s'il voit nettement le feu et qu'il voit qu'il est rouge comme un adulte, il ne saura pas que ça veut dire ne traverse pas. La signification ne traverse pas, c'est la réalité de second ordre. Et on peut aller comme ça jusqu'au 3e ordre, 4e ordre, 5e ordre. Avec la réalité, par exemple, qui est liée à la politique de la ville, qu'elle-même dépend d'une autre institution. Pourquoi on ralentit la circulation? Pourquoi on a mis ce feu rouge? Pourquoi c'est rouge? Voilà, chaque pourquoi permet d'appréhender un autre niveau de réalité. Et très souvent, des gens se comportent mal, mais ils ne savent pas qu'ils se comportent mal, soit parce qu'ils n'ont pas poussé la réflexion pour réaliser dans quoi leurs agissements s'inscrivaient, soit parce que la complexité de la réalité leur permet d'agir mal sans culpabiliser. Je vais vous raconter une étude, elle est hyper intéressante. Elle a été menée par l'équipe de Dan Ariely. Et en fait, les participants devaient résoudre des problèmes mathématiques. Et ils étaient rémunérés. Ils étaient rémunérés en fonction des bonnes réponses. Personne n'allaient venir vérifier leurs résultats à la fin. C'était eux qui allaient déclarer leurs résultats et ensuite toucher leur récompense. Donc forcément, les gens, ils ont triché. Il n'y a personne pour contrôler. Voilà. Donc ils ont récupéré ce qu'ils avaient envie de récupérer. Et ce qui est intéressant en fait dans cette étude, c'est que les chercheurs ont essayé de voir ce qui pouvait faire augmenter le niveau de tricherie ou le faire diminuer. Et ils se sont rendus compte que
la tricherie, elle n'augmentait pas si la punition était plus faible. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on allait se faire punir plus qu'on allait tricher moins. On était sur le même seuil de tricherie. Et les gens ne trichaient pas plus non plus si la récompense était plus élevée. Le fait de pouvoir gagner plus ne les incitait pas à tricher plus. Ils trichaient plus pour une seule raison, quand ils n'avaient pas l'impression de tricher. Moins ils ont l'impression de tricher, plus ils vont tricher. Les gens vont tricher quand on leur donne la possibilité de se mentir à eux-mêmes. En fait, ce qu'ils ont fait les chercheurs, c'est qu'ils avaient remplacé l'argent par des jetons et les jetons permettaient ensuite de récupérer l'argent. Les gens ils ont plus triché pour obtenir les jetons que l'argent directement parce que en fait, lorsque vous prenez de l'argent en trichant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que vous êtes en train de voler. Alors que les jetons, c'est un peu plus éloigné. Et plus c'est éloigné de l'argent, plus c'est facile de ne pas se considérer comme un voleur. Un salarié, il culpabilisera moins de voler des fournitures au bureau que de voler 1 euro dans la caisse. Et c'est aussi ce raisonnement qui s'applique aux monnaies liquides et même aux actions en général. Quand Elon Musk a fait perdre des économies à des gens de la classe moyenne, il ne s'est pas senti comme un escroc. Parce qu'en fait, lui, il avait d'abord conseillé aux gens d'investir dans le Bitcoin, puis après, il a fait varier le cours avec quelques tweets, il a dû avoir des infos, et ça a eu pour conséquence de faire perdre leurs économies à des personnes de la classe moyenne. C'était des débutants, ils le savaient que c'était des débutants qui n'avaient pas développé leur jugement ou même leur résistance aux fluctuations. Donc ils ont paniqué, ils ont tout revendu et ils ont tout perdu. Et Elon Musk, lui, mais il a bien dormi cette nuit-là, je pense. Il ne s'est pas du tout senti comme un escroc. Et on a ça avec la corruption aussi. Avec un niveau de réflexion faible, on comprend la corruption comme le fait de faire passer de l'argent sous la table, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. La corruption va se faire avec beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus d'intermédiaires, et même ceux qui sont corrompus ne se sentiront pas corrompus. Parce qu'il y a tout un système complexe qui va leur permettre de ne pas affronter cette réalité-là. C'est aussi comme ça qu'on peut vous amener à faire des choses qui ont d'autres implications que ce que vous pensiez. En rajoutant des étapes qui font oublier, qui viennent masquer. Vous êtes RH. On vous demande de créer une grille de salaire pour l'entreprise et dans cette grille de salaire, on vous demande que les établissements privés soient au-dessus des institutions publiques. Donc vous participez à un système de reproduction sociale sans en avoir forcément conscience. Vous êtes chroniqueur, on vous invite à débattre sur un sujet sur un plateau télé. Vous le faites parce que vous pensez que débattre c'est une bonne chose, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, que débattre c'est bien, on va chercher ensemble la vérité ou en tout cas essayer de s'en rapprocher. Sauf que le débat dans sa structure n'a pas pour vocation l'échange d'idées, mais peut-être s'inscrit dans une démarche de propagation d'une seule idée. Je dis à la télé, comme ça peut être sur les réseaux sociaux. Exemple, avec une interview, Monique Pinceau-Charlot, une sociologue qui avait accepté une interview pour un documentaire, mais son intervention avait permis de renforcer une idée, de légitimer, de valider une idée défendue par le documentaire, une idée qu'elle ne soutenait pas. Et un autre exemple au quotidien, c'est quand on vous demande de noter les services d'un employé après le service rendu. On le fait sans réfléchir sur une appli, mais peut-être qu'on contribue aussi à un système oppressant de flicage qu'une personne met en place, même quand on met une bonne note. Les niveaux de réflexion, c'est un mélange de connaissances acquises et des différents états du cerveau. Il sera forcément faible, ce niveau de réflexion, pour un débutant. Quand on rejoint un nouveau milieu, on ne peut que l'aborder avec la réalité de premier ordre. Et plus on connaît le milieu, plus on va appréhender les autres réalités. On prend un poste en entreprise, on appréhende d'abord la dimension officielle, quel que soit notre niveau d'expérience. Et on découvre la dimension officieuse avec l'expérience en interne. Quel que soit le niveau d'expérience, dès lors qu'on rejoint un nouvel environnement, on passe ces étapes-là. Mais on les passe un peu plus rapidement en fait avec les années. Et c'est pour ça que chaque nouveau départ peut quand même occasionner des erreurs de débutants. Il sera aussi faible selon l'état dans lequel se trouve le cerveau. Votre cerveau n'est pas dans le même état selon que vous marchez tranquillement dans la rue, que vous dormez ou si vous êtes en danger. C'est un peu comme avec la marche. Lorsque vous marchez avec une certaine allure, mais si vous avez un Doberman aux trousses, vous allez courir beaucoup plus vite que vous n'avez jamais couru. Souvent, au quotidien, les gens raisonnent avec la réalité de second ordre. On ne va pas au-delà parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, intégrer de la complexité dans le réel ordinaire peut faire de nous des personnes très éloignées de ce qu'on pense être parce qu'on ne saura pas dans la vie ordinaire percevoir ces choses-là. Donc, ceux qui vont réussir à le percevoir, c'est ceux en général qui vont être dans une hypervigilance. C'est un trouble du stress post-traumatique. Des personnes qui ont un esprit d'analyse très poussé la plupart du temps, sont des personnes qui sont dans une situation d'hypervigilance liée à un traumatisme qui fait que leur cerveau est constamment en état d'alerte.
En tout cas, merci de m'avoir écouté. On a vu les 3 éléments, donc sphère de considération morale, quête et niveau de réflexion sont les 3 choses à analyser quand vous rencontrez quelqu'un. Et c'est des concepts vraiment importants en fait. Je pourrais vous faire 5 vidéos autour de ces concepts-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je les trouve vraiment pertinents. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo et de me dire ce que vous avez choisi dans les expériences de pensée. Dites-moi si vous êtes un psychopathe, on va faire un décompte, on va dénombrer le nombre de psychopathes sur cette chaîne, tous ceux qui ont choisi d'appuyer sur le bouton même s'ils savaient que la victime allait agoniser. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.